Lorsque le monde pense à André Rieu, il imagine immédiatement un homme souriant, vêtu de son éternel frac noir, dirigeant son orchestre avec une élégance inégalée, faisant danser des milliers de spectateurs sous les lumières dorées de Maastricht. Pourtant, derrière ce sourire légendaire se cache un être d'une profonde sensibilité, dont la vie privée a longtemps été un mystère jalousement gardé. À 75 ans, celui que l'on surnomme le roi de la valse a enfin brisé le silence, et ses confidences ont bouleversé la planète entière. André Rieu n'a jamais été un simple musicien, il est un conteur, un poète du violon. Son Stradivarius, qu'il tient comme une extension de son âme, a raconté plus de vérité que bien des mots. Né à Maastricht en 1949, il grandit dans une famille où la musique n'était pas seulement un art, mais une religion. Son père, chef d'orchestre classique, imposait une rigueur austère à ses enfants, bannissant toute forme d'émotion dans l'interprétation. André, au contraire, ressentait profondément. Chaque note jouée était un cri du cœur, un écho de ce qu'il n'osait pas dire. Dès son plus jeune âge, il comprit que la musique pouvait être à la fois une bénédiction et un fardeau, tandis que ses camarades, joueurs dehors, lui répétaient inlassablement ses gammes. Et si le public d'aujourd'hui le voit comme un homme comblé, André a connu l'isolement, la discipline forcée et le doute. Il a longtemps cherché un équilibre entre la perfection héritée de son père et la passion qui brûlait en lui. Les années 1980 furent celles de la révélation. Refusant de se plier au code figé du monde classique, Rieu osa ce que personne n'avait osé, faire de la musique symphonique un spectacle populaire. Son idée, créer une expérience totale où la valse deviendrait une fête de l'âme, où les orchestres ne seraient plus confinés aux salles feutrées, mais transportés au cœur des places publiques. Ainsi naquit le Johann Strauss Orchestra, devenu au fil du temps une légende vivante. Mais le succès a un prix. Derrière les sourires et les tournées triomphales, André vivait dans une solitude écrasante. J'étais entouré de milliers de personnes, mais je n'avais personne à qui parler vraiment, confiera-t-il des années plus tard. Ce contraste entre la lumière de la scène et l'obscurité du cœur sera la trame invisible de toute son existence. Pendant des décennies, Rieu a refusé de s'exprimer sur sa vie sentimentale. Les médias, friands de rumeurs, ont évoqué des amitiés proches, des complicités musicales, sans jamais percer le mystère. Pourtant, derrière le rideau, une vérité plus profonde sommeillait. À 75 ans, il a choisi de la révéler. « La musique m'a tout donné, mais elle m'a aussi pris l'essentiel », a-t-il déclaré lors d'une interview télévisée récente. Ces mots ont glacé le public, car pour la première fois, le maestro admettait une faille. L'amour. L'amour perdu, celui qu'il n'a jamais su protéger. Ce n'est pas la célébrité ni la gloire qui l'ont blessé, mais le temps, ce monstre silencieux qui ronge les âmes passionnées. Au sommet de sa carrière, lorsqu'il remplissait les plus grands stades d'Europe, André Rieu vivait en parallèle une déchirure intime, un amour qu'il n'a jamais osé nommer. Derrière chaque grand homme, dit-on, se cache une femme exceptionnelle. Pour André, cette femme a toujours été Marjorie. Épouse, complice, conseillère, elle a partagé avec lui plus de 45 ans de vie commune. Ensemble, ils ont construit un empire musical à partir de rien, affronté la critique, les dettes, la fatigue. Marjorie était l'âme rationnelle face à l'âme rêveuse d'André. Mais ce que le public ignorait, c'est que Marjorie avait été la première à pressentir la fragilité de son mari. Il vivait à travers sa musique, mais je sentais qu'il se perdait peu à peu dans ce monde de perfection, confiera-t-elle un jour dans un rare témoignage. Cette phrase résonne aujourd'hui comme une prophétie. Les tournées incessantes, la pression médiatique et les responsabilités artistiques, tout cela pesa lourd sur le couple. André, éternel romantique, cherchait à combler par la beauté ce que le réel lui refusait, et c'est là que se cache le secret qu'il n'a révélé qu'aujourd'hui. Dans cette quête de perfection, il a laissé passer l'amour véritable, celui qui aurait pu bouleverser sa vie. Lors de la fameuse interview où il brisa son silence, Rieu parla longuement de son rapport au temps, au regret et à la solitude. « J'ai joué pour des millions de gens, mais j'aurais voulu jouer une seule fois pour elle », dit-il, les yeux embués. Qui était elle? Le mystère demeure. Certains parlent d'une amie d'enfance, d'autres d'une chanteuse rencontrée lors d'une tournée. André, fidèle à son élégance, refusa d'en dire plus. Mais son regard disait tout. Il évoqua aussi la peur, celle de décevoir, celle de ne plus être aimé. Quand vous vivez pour le regard du public, vous oubliez le regard de l'autre, celui qui compte vraiment, confia-t-il.
Une phrase qui résume à elle seule la tragédie silencieuse de tant d'artistes. Ce que les mots taisent, la musique l'exprime. Après cette confession, les spectateurs redécouvrirent ses concerts sous un autre jour. Chaque valse, chaque aria semblait chargée d'une émotion nouvelle. Les mélodies de Strauss prenaient des accents de confession. Comme si, à travers son archet, André Rieu parlait enfin à celle qu'il avait perdue. Et à tous ceux qui ont aimé sans pouvoir le dire. Dans un monde où tout se consume vite, son silence brisé est devenu un cri universel. Celui de l'homme qui, après avoir tout conquis, admet qu'il a laissé s'échapper l'essentiel. Les réactions à cette révélation furent immédiates. Des millions de fans du monde entier exprimèrent leur émotion sur les réseaux sociaux. Beaucoup y virent une leçon de vie. D'autres une mise à nu bouleversante. Le maestro, d'habitude si réservé, avait enfin dévoilé la part la plus intime de son âme. Le vrai courage, ce n'est pas de diriger un orchestre devant 50 000 personnes, mais d'affronter ses propres regrets, dira-t-il dans une conférence donnée à Amsterdam peu après. Des mots qui résonnent comme un testament spirituel, le manifeste d'un homme qui a compris que l'art le plus difficile n'est pas celui de la musique, mais celui d'aimer. Le succès d'André Rieu est l'un de ces miracles modernes où la discipline, la vision et le romantisme s'entrelacent pour créer un empire. Mais derrière chaque triomphe, il y a toujours une ombre, et celle du maestro s'est étendue bien au-delà des feux de la rampe. Dans ce deuxième chapitre, nous explorons l'âge d'or de sa carrière, les concerts grandioses, les records battus, mais aussi la solitude, qui, lentement, a envahi le cœur de l'homme derrière le violon. Au début des années 1990, le nom d'André Rieu devient synonyme de renaissance pour la musique classique populaire. Alors que les salles de concert traditionnelles se vident, lui attire un nouveau public, des familles entières, des jeunes, des rêveurs, grâce à son approche lumineuse et théâtrale de la musique. Sa vision est claire, ramener la valse dans la vie quotidienne des gens. Avec son Johann Strauss Orchestra, fondé en 1987, il redonne aux valses viennoises la splendeur perdue. Ses concerts deviennent des spectacles totaux, décors somptueux, robes scintillantes, lumières féeriques. À Maastricht, sa ville natale, il crée chaque été un véritable royaume musical à ciel ouvert. Les caméras du monde entier diffusent de l'événement. Les fans affluent d'Australie, du Japon, du Canada. Je voulais que les gens se sentent heureux, que la musique soit un antidote à la tristesse du monde, dira-t-il dans une interview. Et il y parvient. Mais au moment où son nom devient légendaire, son âme commence à se fissurer. L'homme qui faisait sourire des millions de personnes cachait derrière son sourire une fatigue profonde. La célébrité, les tournées, la gestion d'un orchestre permanent, tout cela exigeait une énergie surhumaine. André Rieu était à la fois chef, soliste, producteur, financier et parfois même psychologue pour ses musiciens. Le monde ne voyait que la magie, pas les nuits blanches, confiera-t-il. Les coulisses de ces spectacles étaient remplies de tensions, réglages techniques, voyages épuisants, obligations médiatiques. Et plus son succès grandissait, plus il se sentait prisonnier de sa propre image. Son public l'adorait pour sa gentillesse, sa constance, sa joie de vivre. Mais que se passe-t-il lorsqu'un homme n'a plus le droit d'être triste ? André devait sourire, même quand son cœur se serrait. Il disait souvent à ses proches « Si je montre ma fatigue, je trahis la musique ». C'est dans ces années d'or que naquit la contradiction la plus douloureuse de sa vie, celle d'un homme qui voulait tout donner au monde, mais qui se vidait peu à peu de lui-même. À ses côtés, Marjorie Rieu, son épouse, joue un rôle capital. Elle n'est pas seulement sa compagne, mais la colonne vertébrale de tout l'édifice. Enseignante de formation, dotée d'une intelligence rare et d'une grande discrétion, elle gère les aspects pratiques et stratégiques de la carrière de son mari. C'est elle qui l'aide à rebondir après ses premières dettes, à restructurer les tournées, à négocier avec les maisons de disques. Ensemble, ils affrontent les tempêtes financières, notamment en 2008, lorsque la crise mondiale frappe de plein fouet leur production. André avouera plus tard avoir frôlé la faillite. « Il y a eu des nuits où je ne savais plus si je pourrais payer mon orchestre. » Marjorie le soutient sans jamais se plaindre. Mais au fil du temps, elle voit son mari se refermer dans un monde intérieur où la musique devient refuge, puis barrière. « Je l'ai vu jouer pour fuir la douleur », dira-t-elle plus tard. Ce qu'ils avaient bâti à deux se transforme en un empire fragile, où l'amour conjugal laisse place à la gestion, aux contrats, aux impératifs logistiques. Le couple résiste, mais la tendresse se fige, remplacée par une complicité silencieuse.
Pourtant, au cœur de cette mécanique de gloire, une chose demeure, la sincérité absolue d'André Rieu envers la musique. Si ses valses font danser, elles font aussi pleurer. Beaucoup de ses compositions ou adaptations, notamment de Second Waltz, de Shostakovich, dégagent une nostalgie poignante. C'est là que réside la clé de son univers. Derrière la légèreté apparente, une profonde mélancolie. Un soir, après un concert à Vienne, il confie à un journaliste autrichien « Les gens croient que je joue pour les faire sourire, mais je joue pour ne pas pleurer ». Cette phrase résume la dualité de toute sa carrière. Chaque note est un combat entre la joie et la perte. Et derrière ce combat, une femme, la même dont il parlera bien plus tard, lorsqu'il brisera enfin son silence. Peu de gens savent qu'André Rieu a longtemps été marqué par une relation passée, antérieure à sa rencontre avec Marjorie. Dans ses rares confidences à ses proches, il évoquait une jeune violoniste rencontrée au Conservatoire de Liège, une femme brillante, passionnée, mais dont la vie prit une autre direction. Leur séparation, due aux exigences de carrière et à la pression familiale, laissa une cicatrice que les années n'ont jamais refermée. Certains de ses proches affirment qu'il lui aurait dédié certaines de ses interprétations les plus émouvantes, notamment Autumn Leaves et A Time for Us. Cette blessure intime, qu'il n'a jamais rendue publique, aurait façonné toute sa sensibilité artistique. C'est pourquoi, lorsqu'il évoqua à 75 ans l'amour de sa vie, le monde entier comprit qu'il ne parlait pas seulement de passion, mais de ce regret fondateur qui hante les cœurs des artistes. Dans les années 2010, alors que son succès atteint des sommets, DVD vendus à des millions d'exemplaires, tournée mondiale, contrats télévisés, André Rieu se fait paradoxalement plus discret. Il accorde peu d'interviews personnelles, son entourage parle d'un homme plus méditatif, parfois nostalgique. Il passait des heures seul dans sa salle de répétition à jouer des morceaux anciens, raconte un violoncelliste de son orchestre. C'est à cette époque qu'il aurait commencé à rédiger des notes intimes, un journal musical où il confiait ses doutes et ses regrets. Ces carnets, conservés précieusement, seraient aujourd'hui à l'origine du livre qu'il prépare, un ouvrage que ses proches décrivent comme une confession artistique. La gloire est un piège brillant. André Rieu, adulé par des millions de fans, ressentait parfois un vertige étrange, celui d'être aimé sans être connu. Le public m'aime pour ce que je représente, pas pour qui je suis vraiment, aurait-il dit à un ami d'enfance. Cette dualité entre la personne publique et l'homme privé devint au fil des années une douleur constante. Chaque fois qu'il montait sur scène, il ressentait le besoin d'être parfait, d'incarner une joie universelle. Mais lorsque les projecteurs s'éteignaient, il retrouvait le silence, celui qui amplifie les souvenirs. Sa musique devint alors une manière de dialoguer avec le passé. Certains concerts, comme ceux enregistrés à Schönbrunn ou à Melbourne, prennent des allures de cathédrale sonore, où le violon semble pleurer à la place de l'homme. À 70 ans, Rieu aurait pu se retirer, vivre paisiblement entre ses violons et son jardin de Maastricht. Mais il continua à tourner, à diriger, à créer. Cette persévérance n'était pas motivée par le besoin d'argent ni de gloire, mais par la peur du silence. « Quand la musique s'arrête, je n'entends plus que mes regrets », confiera-t-il un jour. Cette phrase, désormais célèbre, illustre sa vision de l'art comme un refuge contre la fuite du temps. Ses concerts devinrent alors plus intimes, plus sincères. Il multiplia les hommages à ses parents, à ses amis disparus, et à cette mystérieuse femme qu'il nommait seulement « mon étoile perdue ». Puis vint le moment du basculement. Une maladie bénigne, un accident domestique, un concert annulé, les détails exacts varient selon les sources. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, André Rieu s'est retrouvé immobilisé, contraint au repos. C'est là, loin des scènes, qu'il prit conscience du vide intérieur qu'il portait depuis toujours. « Je pensais que j'avais conquis le monde, mais je n'avais conquis que le bruit ». Cette phrase, écrite dans une lettre privée adressée à un ami, résume sa crise existentielle. Et c'est dans ce silence forcé qu'il décida de parler, non plus avec son violon, mais avec ses mots. L'histoire d'André Rieu est celle d'un homme qui a fait danser le monde entier tout en portant, en silence, le poids d'un amour perdu. Mais un jour, à 75 ans, ce silence s'est brisé. Ce jour-là, le maestro a déposé son archet, pris une longue respiration et a parlé. Ce qu'il a révélé n'était pas une simple confidence, c'était un cri du cœur, un aveu bouleversant qui allait ébranler son public et redéfinir sa propre légende. C'était un soir d'hiver à Maastricht.
La ville, enveloppée d'un manteau de neige, vibrait de l'excitation des fêtes de fin d'année. André Rieu devait donner un concert exceptionnel retransmis en direct à la télévision européenne. Le décor, somptueux, rappelait les grandes époques viennoises. Chandeliers dorés, roses blanches, violons scintillants sous les projecteurs. Mais ce soir-là, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Le maestro, habituellement si serein, semblait habité par une émotion particulière. Ses musiciens l'avaient remarqué dès les répétitions. Un regard plus doux, une voix plus fragile. Lorsque le moment vint de parler au public, André Rieu posa son violon, s'avança lentement vers le micro et resta un long moment silencieux. Puis il dit d'une voix tremblante « Ce soir, je ne veux pas seulement vous faire danser. Je veux vous parler du silence, celui que j'ai gardé toute ma vie. » Une salle entière retint son souffle. L'amour de ma vie. Ce qu'il raconta ensuite fut à la fois intime et universel. Pour la première fois, André Rieu évoqua publiquement l'amour de sa vie, une femme qu'il n'avait jamais nommée, mais dont chaque spectateur pouvait sentir la présence dans sa musique. Avant de connaître la gloire, j'ai aimé une femme d'un amour pur, absolu. Elle jouait du violon comme on respire, avec le cœur. Nous étions deux âmes jumelles, deux enfants perdus dans les mêmes notes. Mais la vie, la peur, le devoir nous ont séparés. J'ai choisi la musique et j'ai perdu le reste. Les mots étaient simples, mais porteurs d'une force inouïe. Le public pleurait, les musiciens eux-mêmes avaient du mal à contenir leur émotion. Ce n'était plus un concert, c'était une confession à ciel ouvert. Puis il ajouta « J'ai passé 50 ans à essayer d'oublier, mais chaque valse que j'ai dirigée, chaque mélodie que j'ai jouée, parlait d'elle. Et ce soir, je veux lui dire, où qu'elle soit, que ma musique n'a toujours été qu'un long « je t'aime ». Les caméras captèrent un instant suspendu. Les yeux du maestro brillants de larmes, le public debout, bouleversé. Dès le lendemain, les journaux du monde entier titrèrent « André Rieu brise le silence, la confession qui a ému la planète ». Les vidéos de ce moment firent le tour du monde. En quelques heures, des millions de vues s'accumulèrent sur les réseaux sociaux. Les fans, touchés au plus profond, partagèrent leurs souvenirs, leurs larmes, leurs propres regrets. Des couples dansèrent à nouveau sur sa musique, cette fois non pas par nostalgie, mais pour célébrer la sincérité d'un homme. Les critiques eux-mêmes, souvent partagés sur son style populaire, s'inclinèrent devant la beauté du geste. Le quotidien Le Monde écrivit « Ce n'était pas un concert mais une prière ». André Rieu a rappelé à l'humanité que la musique est le seul langage capable de dire ce que le silence cache. Et pour la première fois depuis des décennies, André Rieu ne fut plus seulement perçu comme un chef d'orchestre, mais comme un homme vulnérable, sincère, bouleversant. Les semaines suivantes, le maestro reçut des milliers de lettres et de messages venus du monde entier. Des femmes, des hommes, des musiciens amateurs lui écrivirent pour lui dire à quel point ces mots avaient touché leur propre vie. « Vous m'avez aidé à pardonner à l'homme que j'ai perdu », écrivait une femme de 82 ans. « Grâce à vous, j'ai enfin osé dire à ma mère que je l'aimais », confessait un jeune violoniste. André répondit à certains messages toujours avec douceur et humilité. « Si ma douleur a pu guérir quelqu'un d'autre, alors elle n'a pas été vaine », écrivit-il dans une lettre publiée sur son site officiel. Peu à peu, le maestro se transforma. Lui qui avait toujours tenu le monde à distance commença à parler davantage, à s'ouvrir. Dans ses interviews, il évoquait désormais la fragilité, la vieillesse, la gratitude. Ce qui suivit fut une véritable métamorphose artistique. André Rieu entreprit une série de concerts intitulés « Les mélodies du cœur », où il réinterprétait ses plus grands succès dans une atmosphère plus intime. Fini les grandes orchestrations tonitruantes. Place aux cordes délicates, au silence, au regard partagé avec le public. Chaque note semblait habitée par une tendresse nouvelle. Les critiques parlèrent de « la période dorée de la maturité Rieu ». Sur scène, il souriait différemment, non plus pour séduire, mais pour partager. Pendant des années, j'ai voulu que les gens oublient leurs problèmes. Aujourd'hui, je veux qu'ils se souviennent de leurs émotions, disait-il. Et le miracle se produisit. Ces concerts, loin de perdre en intensité, gagnèrent en profondeur. Là où autrefois la valse faisait tournoyer les cœurs, elle les apaisait désormais. Dans cette période d'introspection, le rôle de Marjorie fut de nouveau essentiel. Loin d'être blessée par ces révélations, elle les accueillit avec une sagesse désarmante. Dans une rare interview accordée à un magazine néerlandais, elle déclara « Je connais André mieux que quiconque. Cet aveu, il ne l'a pas fait contre moi. Mais pour lui, c'était nécessaire.
Toute sa vie, il a parlé avec son violon, il était temps qu'il parle avec ses mots. Cette réaction bouleversa l'opinion publique. Beaucoup y virent la preuve d'un amour profond, construit sur le respect et la compréhension. Marjorie, loin de l'image d'une épouse éclipsée par la gloire, apparut comme une femme forte, lucide, qui avait compris que la confession de son mari n'était pas une trahison, mais une libération. Après cette révélation, André Rieu entreprit un voyage intérieur. Il visita plusieurs lieux symboliques, le conservatoire de Liège, où tout avait commencé, la petite église de Maastricht, où il aimait se recueillir en silence, et même certains villages autrichiens où il avait joué à ses débuts. Ces voyages furent pour lui une manière de faire la paix avec son passé. « J'ai compris que le pardon est la plus belle des musiques », dira-t-il. Ce pardon ne concernait pas seulement la femme qu'il avait perdue, mais aussi lui-même. Pendant trop longtemps, il s'était reproché ses choix, ses absences, son perfectionnisme. Désormais, il acceptait sa propre humanité. « J'ai cessé de vouloir être un héros, je veux juste être un homme qui aime ». Ces mots, prononcés à la fin d'un entretien télévisé, résument la transformation du maestro. L'artiste intouchable s'était enfin réconcilié avec l'homme vulnérable. L'impact de cette confession dépassa le cadre de la musique. Dans les mois qui suivirent, plusieurs documentaires furent réalisés sur sa vie. Des philosophes écrivirent sur le lien entre art et amour, et de nombreuses personnalités saluèrent son courage. André Rieu devint malgré lui le symbole d'une vérité simple. Il n'est jamais trop tard pour dire « je t'aime ». Sa parole résonna particulièrement dans un monde fatigué de superficialité, avide de sincérité. Même les jeunes générations, souvent éloignées du classique, se mirent à écouter ses morceaux. Sur TikTok et YouTube, des extraits de sa déclaration furent remixés, accompagnés du hashtag « l'amour de ma vie ». Le maestro, avec sa douceur légendaire, accueillit ce phénomène avec humour. Si un violon peut toucher un cœur sur un téléphone, alors la musique est bien vivante. Après la confession bouleversante d'André Rieu à 75 ans, le monde découvrit un homme nouveau. Ce n'était plus seulement le roi de la valse, mais un être apaisé, profondément humain, guidé non par la gloire mais par la gratitude. Le silence qu'il avait brisé libéra en lui une énergie spirituelle, un souffle de vérité qui allait transformer à jamais sa façon de vivre, d'aimer et de jouer. Ce chapitre final raconte la renaissance d'un géant de la musique devenu, par son humilité, une leçon vivante sur la beauté de l'âme. Quelques semaines après sa confession publique, André Rieu retourna à Maastricht, sa ville natale, non plus comme une star, mais comme un homme qui revenait sur les lieux de son enfance. Les habitants l'accueillirent avec une chaleur nouvelle, non pas celle due à la célébrité, mais à la proximité humaine. Il visita sa maison d'enfance, la cathédrale où il avait entendu pour la première fois les orgues vibrer, et le vieux pont sur la Meuse où il allait rêver adolescent. « Je me rends compte que tout ce que j'ai cherché dans le monde, je l'avais ici », dira-t-il à un journaliste. C'est dans cette période de retour aux sources qu'il décida de ralentir. Les tournées mondiales, les plateaux télévisés, les obligations médiatiques furent réduits. Il voulait se concentrer sur la musique du cœur, une musique dépouillée de tout artifice, pure comme un souffle. Il reprit l'écriture de ses carnets intimes. On y retrouve cette phrase, devenue célèbre, « Quand le bruit s'éteint, la vérité chante ». Les concerts de la sérénité. En 2025, André Rieu lança une tournée très différente des précédentes, les concerts du silence. Le concept était audacieux. Les spectacles se déroulaient dans des lieux symboliques, églises, monastères, jardins botaniques, et réunissaient un public restreint. Pas d'effets spéciaux, pas d'écran géant, seulement la lumière naturelle et la musique vivante. Il y jouait des morceaux anciens, revisités, entrecoupés de moments de méditation. Parfois, il invitait le public à fermer les yeux et à écouter le son du vent ou le bruissement des cordes. Le silence est la plus belle des musiques, aimait-il dire. Le monde fut surpris. Certains critiques crurent à une retraite déguisée. Mais les spectateurs, eux, ressortaient bouleversés. Une spectatrice allemande raconta « J'ai eu l'impression qu'il jouait pour mon âme. Ce n'était plus un concert, c'était une prière. » Ces performances marquèrent un tournant spirituel dans sa carrière. André Rieu n'était plus un simple chef d'orchestre, il devenait un guide émotionnel, un passeur d'amour universel. Malgré sa sérénité retrouvée, André Rieu n'avait pas oublié les fantômes de son passé. Dans un documentaire diffusé sur la chaîne française Arte, il accepta d'évoquer à nouveau l'amour de sa vie, mais cette fois avec paix. « J'ai longtemps cru que l'amour perdu était une malédiction.
Aujourd'hui, je vois qu'il m'a sauvé. Sans elle, je n'aurais peut-être jamais compris la profondeur de la musique. Ce témoignage bouleversa les téléspectateurs. Les mots du maestro n'étaient pas ceux d'un homme nostalgique, mais d'un être réconcilié. Il raconta aussi avoir retrouvé une lettre ancienne, la dernière que cette femme lui avait envoyée, jamais ouverte jusqu'alors. À l'intérieur, quelques mots simples: « Ne cesse jamais de jouer, ta musique sera notre dialogue ». En la lisant, André Rieu comprit que tout ce qu'il avait cherché à dire au fil des décennies, elle l'avait déjà entendu. Dans cette nouvelle étape de vie, la relation entre André et Marjorie prit une dimension encore plus profonde. Les années avaient forgé entre eux un lien indestructible, fait de tendresse et de respect. « Nous ne vivons plus pour l'avenir, mais pour chaque instant », disait-elle. Ils passaient leur journée ensemble dans leur maison de Maastricht, entourés de fleurs et de partitions. André, souvent dans son jardin, jouait quelques notes pour elle en souriant. « Tu vois, maintenant, je joue pour toi, pas pour le monde ». Cette phrase, simple et sincère, symbolisait tout le chemin parcouru. Le génie solitaire était redevenu un homme amoureux. Dans leurs interviews communes, le couple riait souvent du passé. Marjorie disait « André a toujours cherché l'amour parfait. Moi, je savais qu'il le portait déjà en lui. Il lui suffisait de s'en souvenir. » Avec la sagesse de l'âge, André Rieu décida de consacrer une partie de son temps à la transmission. Il créa à Maastricht une fondation musicale pour les jeunes artistes défavorisés. Le but, leur offrir un lieu d'étude, d'expérimentation et d'émotion libre, loin des pressions du monde académique. « Je veux qu'ils apprennent la musique non pas pour être parfaits, mais pour être vivants », expliqua-t-il lors de l'inauguration. Le projet rencontra un immense succès. De jeunes talents venus d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Europe y participèrent. Certains d'entre eux racontent encore à quel point sa présence était bienveillante. Quand il entrait dans la salle, il ne disait pas un mot, il jouait une note et tout le monde comprenait. À travers cette fondation, André Rieu transmit la leçon la plus importante de sa vie. La musique n'est pas une compétition, mais un don. Alors qu'il s'approchait de ses 80 ans, André Rieu n'avait plus rien à prouver. Ses disques avaient vendu plus de 40 millions d'exemplaires, ses concerts continuaient d'attirer des foules immenses, mais il avait choisi de se détacher des chiffres, des records. Il vivait simplement entouré de ses proches, de ses musiciens et de ses souvenirs. Dans une interview donnée à la BBC, il déclara avec un sourire « J'ai passé ma vie à courir après l'éternité et maintenant je la trouve dans chaque note jouée au crépuscule. » Le monde voyait toujours en lui une légende. Mais lui se voyait enfin comme un homme comblé. Il parlait souvent de la mort, non avec peur, mais avec sérénité. « Quand mon heure viendra, je veux que mon violon chante encore une valse. La dernière, et qu'elle dise « Merci ». Le message universel, « Aimer encore ». Les dernières années d'André Rieu furent celles d'un message « Aimer malgré tout ». Dans une ère dominée par la vitesse, les conflits et la superficialité, il incarna une vérité intemporelle. La douceur est une force. Ses concerts furent diffusés dans des hôpitaux, des maisons de retraite, des écoles. Il recevait souvent des lettres de personnes malades ou isolées. « Votre musique me donne envie de vivre encore un jour », écrivait une vieille dame. « Grâce à vous, j'ai demandé pardon à mon père », confiait un adolescent. Chaque message confirmait à André que sa confession n'avait pas été vaine. Elle avait ouvert un chemin pour des millions d'âmes. Un soir, lors de ce qui allait devenir son dernier grand concert à Maastricht, André Rieu se tourna vers son orchestre et dit calmement « Ce soir, je ne dirige pas. Je laisse la musique me diriger. » Sous un ciel violet de fin d'été, il joua The Blue Danube, comme s'il la découvrait pour la première fois. Ses yeux se remplirent de larmes, non de tristesse mais de reconnaissance. Chaque note semblait flotter dans l'air comme un adieu doux, une bénédiction. À la fin, il leva son archet une dernière fois et dit « La musique est la mémoire de l'amour. Si vous m'aimez, continuez à danser. » Le dernier mouvement de la vie d'André Rieu n'est pas une fin, mais une valse éternelle. Il a prouvé qu'on peut être à la fois un génie et un homme de cœur, qu'on peut vieillir sans cesser d'aimer et qu'un seul violon peut guérir les blessures les plus profondes. Son histoire, désormais, appartient au monde, celle d'un artiste qui a transformé sa solitude en lumière et son regret en mélodie. À travers sa confession, André Rieu n'a pas seulement retrouvé l'amour perdu, il a redonné à l'humanité le goût de la tendresse. Et lorsque le silence retombe après la dernière note, il ne reste qu'une vérité. L'amour, même tardif, est la plus belle des musiques. Merci d'avoir accompagné cette valse de vie, d'émotion et de vérité.
Abonnez-vous, aimez, partagez cette histoire pour que la musique du cœur d'André Rieu continue de résonner à travers le temps.